Mère, j'ai donné ta maison à mes beaux-parents. Je pensais que tu allais mourir. » Ces mots-là ont marqué bien plus que le coma. Ils m'ont réveillée d'une autre manière, celle qui ne laisse aucune cicatrice visible, mais qui change tout ce qu'on croyait savoir sur l'amour et la famille. Je m'appelle Octavie Bellinger. J'ai 61 ans. Et ce que je vais vous raconter, je l'ai porté en silence pendant des mois, comme on porte un deuil qu'on ne peut partager avec personne. Parce que parfois, la pire des trahisons vient de celui qu'on a mis au monde. Tout a commencé par un matin ordinaire. C'était un jeudi, le 23 avril. Je m'en souviens parfaitement, parce que j'avais prévu d'aller chercher les premières roses chez le fleuriste de la rue Oberkampf, celles qui sentent encore la terre humide et le printemps qui arrive pour de bon. Je vivais seule depuis 15 ans dans cette maison que j'avais achetée de mes propres mains. Pas héritée, pas reçue, achetée. Avec l'argent que j'avais économisé pendant 30 ans de travail comme infirmière à l'hôpital Saint-Louis. Chaque garde de nuit supplémentaire, chaque week-end sacrifié, chaque café froid avalé entre 2 urgences, tout ça, c'était pour elle. Pour cette petite maison de 3 étages, avec ses volets bleu pâle et son balcon qui donne sur une cour intérieure silencieuse, à 2 pas du canal Saint-Martin. Mon refuge, mon royaume. Le seul endroit au monde où je pouvais enfin respirer sans rendre de compte à personne. Ce matin-là, j'avais préparé du café comme d'habitude. Un café long, amer, dans cette vieille tasse en porcelaine blanche que ma mère m'avait offerte pour mes 30 ans. Elle avait un liseré doré un peu effacé et une petite ébréchure sur le bord, mais je refusais de m'en séparer. Certains objets portent plus que des souvenirs. Ils portent des voix, des gestes, des matins entiers. Je me suis assise près de la fenêtre de la cuisine, la tasse entre les mains, et j'ai regardé dehors. Les toits gris de Paris commençaient à briller sous une lumière timide. On entendait les pigeons roucouler sur les gouttières, et au loin, le bruit sourd du métro qui passait sous la terre. Tout était exactement comme tous les autres jours. Sauf que ce jour-là, quelque chose en moi était différent. J'avais mal dormi. Pas à cause d'un cauchemar, non. Plutôt à cause de cette sensation étrange qu'on a parfois, sans raison. Cette impression que quelque chose ne va pas, mais qu'on ne sait pas quoi. Comme si le corps savait avant l'esprit. Comme si une alarme silencieuse s'était déclenchée quelque part, très loin, dans un coin de ma poitrine. Je me suis levée pour aller chercher un verre d'eau. Et c'est là que j'ai senti le premier vertige. Léger, presque rien. Juste une seconde où le sol a semblé bouger sous mes pieds, comme si la maison s'était mise à pencher d'un seul coup. Je me suis agrippée au plan de travail. « Octavie, tu es fatiguée, c'est tout ?» Je me suis dit à voix basse. Mais ma voix sonnait bizarre, comme si elle ne venait pas tout à fait de moi. J'ai essayé de reprendre mon souffle, de me concentrer sur des détails. La lumière qui entrait par la fenêtre, les carreaux de faïence blanche au-dessus de l'évier, le petit pot de basilic sur le rebord que j'arrosais tous les matins. Des choses simples, rassurantes. Mais mes mains tremblaient. Et soudain, j'ai eu du mal à lever le bras droit. Pas une douleur, juste une lourdeur. Comme si mon bras ne m'appartenait plus tout à fait. Ce n'est rien, j'ai murmuré encore une fois. Mais au fond, je savais. On sait toujours. J'ai pensé à mon fils, Gérald. Il avait 33 ans. Marié depuis 4 ans avec Isadora, une femme que je n'avais jamais vraiment comprise. Toujours polie, toujours souriante, mais avec ce regard froid qui ne laisse rien passer. Ils habitaient à Montreuil, dans un appartement qu'ils avaient acheté ensemble. Une vie bien rangée, bien propre, avec des meubles scandinaves et des plantes vertes partout, comme dans les magazines. Gérald venait me voir 1 fois par mois, parfois 2, jamais plus. Et chaque fois, il avait l'air pressé, comme s'il accomplissait un devoir, comme si j'étais devenue une case à cocher sur sa liste de choses à faire avant le week-end. « Ça va, maman ? Tu as besoin de quelque chose ?» Toujours les mêmes mots, toujours le même ton. Jamais une vraie conversation, jamais une question sur ce que je ressentais, ce que je vivais, ce que je rêvais encore. Juste « Ça va, maman ?» Et moi, comme une idiote, je répondais toujours « Oui, mon chéri, tout va bien. » Mais ce matin-là, je n'allais pas bien, et je le savais. J'ai réussi à marcher jusqu'au salon. Chaque pas me demandait un effort immense, comme si je portais un poids invisible sur les épaules. Je me suis assise sur le canapé, ce vieux canapé en velours vert que j'avais acheté dans une brocante il y a 20 ans et que Gérald trouvait démodé. J'ai fermé les yeux. Et j'ai senti quelque chose d'étrange, une chaleur qui montait dans ma nuque, une pression derrière mes tempes,
et ce goût métallique dans la bouche qu'on a juste avant de s'évanouir. J'ai voulu attraper mon téléphone, mais mes doigts ne répondaient plus. Ils glissaient sur l'écran sans rien presser, comme si je n'avais plus de force, comme si tout mon corps se déconnectait, morceau par morceau. La dernière chose que j'ai vue, c'est la tasse en porcelaine blanche posée sur la table basse devant moi, avec son liseré doré effacé et son ébréchure sur le bord. Elle brillait doucement dans la lumière du matin, paisible, silencieuse, témoin. Et puis, plus rien. Le noir, le silence absolu, comme si quelqu'un avait éteint toutes les lumières d'un seul coup. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce silence allait durer 6 mois. Et que pendant ces 6 mois, ma vie entière allait m'être volée. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Quand on tombe dans le coma, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a pas de tunnel lumineux, pas de voix lointaine, pas de sensation de flotter au-dessus de son propre corps comme dans les films. Il y a juste rien. Un vide total. Un silence si profond qu'on ne sait même pas qu'on existe encore. Je ne me souviens de rien entre ce matin d'avril et le jour où j'ai ouvert les yeux, 6 mois plus tard, dans une chambre d'hôpital que je ne reconnaissais pas. 6 mois, 180 jours, 4320 heures effacées de ma vie, comme si quelqu'un avait arraché des pages entières de mon histoire et les avait jetées au feu. Ce que j'ai appris plus tard, beaucoup plus tard, quand j'ai eu le courage de poser les questions, c'est que c'est une voisine qui m'a trouvé, Madame Roussel, une femme de 75 ans qui habitait au rez-de-chaussée et qui avait l'habitude de me croiser tous les jeudis matins quand j'allais chercher mon pain à la boulangerie du coin. Ce jeudi-là, elle ne m'avait pas vu, ni le vendredi, ni le samedi. Le dimanche, elle a commencé à s'inquiéter. Elle a frappé à ma porte. Pas de réponse. Elle a regardé par la fente de la boîte aux lettres et a vu que le courrier s'accumulait à l'intérieur. Alors, elle a appelé les pompiers. Ils ont défoncé la porte. Ils m'ont trouvée effondrée sur le canapé en velours vert, inconsciente, le visage blême, le pouls faible. La tasse en porcelaine blanche était toujours posée sur la table basse, intacte, comme si elle m'attendait. Les pompiers m'ont emmenée en urgence à l'hôpital Saint-Louis, le même hôpital où j'avais travaillé pendant 30 ans. Ironie du sort. J'étais revenue là où j'avais soigné des centaines de patients. Mais cette fois, c'était moi qui étais allongée sur le brancard, branchée à des machines, entourée de médecins qui parlaient de moi à la 3e personne. AVC ischémique massif. Pronostic incertain. Il faut prévenir la famille. Gérald est arrivé 2 heures plus tard, avec Isadora. Je ne me souviens pas de leur présence, évidemment. J'étais déjà dans le coma à ce moment-là. Mais une infirmière me l'a raconté plus tard, quand j'ai posé des questions. Elle m'a dit que Gérald avait l'air choqué, qu'il était resté debout près de mon lit, les bras croisés, sans un mot. Qu'Isadora, elle, était assise dans un coin de la chambre, le visage fermé, en train de taper sur son téléphone. « Ils n'ont pas posé beaucoup de questions », m'a confié l'infirmière d'une voix douce, en baissant les yeux. « Ils ont juste demandé combien de temps ça allait durer. Pas « est-ce qu'elle va s'en sortir ?» Pas « qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ?» Juste « combien de temps ?» Comme si j'étais devenue un problème logistique, une contrainte. Un rendez-vous qui prenait trop de place dans leur agenda. Les médecins leur ont expliqué que mon état était grave, que je pouvais me réveiller dans quelques jours, quelques semaines, ou jamais, que tout dépendait de la capacité de mon cerveau à récupérer, et que dans ces cas-là, on ne pouvait rien promettre. Gérald a hoché la tête. Il a dit « D'accord », puis il est parti. Pendant 6 mois, je suis restée là, dans cette chambre au 4e étage, avec une fenêtre qui donnait sur les toits de Paris, et un couloir où résonnaient les pas pressés des infirmières. Mon corps respirait, mon cœur battait. Mais je n'étais plus vraiment là. Je flottais quelque part entre la vie et la mort, dans ce no man's land où le temps n'existe plus, où les saisons passent sans qu'on s'en rende compte. Avril s'est transformé en mai en juin. L'été est arrivé, brûlant et lourd. Les Parisiens sont partis en vacances, les rues se sont vidées, les terrasses se sont remplies de touristes. Et moi, j'étais toujours là, immobile, silencieuse, oubliée. Gérald venait une fois par semaine, parfois moins. C'est ce qu'on m'a dit. Il restait 10 minutes, 15, maximum. Il s'asseyait sur la chaise en plastique près de mon lit, regardait les machines qui bipaient doucement, puis il partait. Jamais il ne me parlait.
Jamais il ne me prenait la main. Jamais il ne me demandait si, quelque part au fond de ce silence, j'étais encore capable d'entendre. Isadora, elle, n'est venue qu'une seule fois, au début, le jour de mon admission. Après, plus jamais. Et pendant tout ce temps, pendant ces si longs mois où mon corps luttait pour revenir à la vie, quelque chose d'autre se passait, quelque chose que je ne pouvais pas voir, quelque chose que je ne pouvais pas empêcher. Ma maison, ma petite maison au volet bleu pâle, celle que j'avais achetée avec mes propres économies, celle qui portait 30 ans de ma vie entre ses murs, elle était en train de m'être volée, mais je ne le savais pas encore. À ce moment-là, je ne savais rien. J'étais juste une femme de 61 ans, prisonnière de son propre corps, flottant dans un océan noir où le temps n'avait plus de sens. Et je me battais. Sans le savoir, je me battais. Parce que quelque part, tout au fond de moi, il y avait encore une petite lumière qui refusait de s'éteindre. Une lumière têtue, fragile, mais vivante. Et un matin d'octobre, 6 mois, jour pour jour, après ce jeudi d'avril où tout avait basculé, cette lumière a trouvé le chemin du retour. J'ai ouvert les yeux. La première chose que j'ai vue, c'est un plafond blanc, des néons qui bourdonnaient doucement, une odeur de désinfectant, et une voix de femme, douce, presque chantante. « Madame Bellinger, vous m'entendez ?» J'ai voulu répondre, mais ma gorge était sèche, ma langue, lourde, mes lèvres refusaient de bouger. Alors j'ai juste cligné des yeux, et la femme, une infirmière, avec un sourire fatigué mais sincère, a posé sa main sur la mienne. « Vous êtes revenue, » elle a murmuré. « Vous êtes revenue, madame. » Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Revenir à la vie après 6 mois de silence, ce n'est pas comme se réveiller d'une nuit de sommeil. Ce n'est pas un passage doux, progressif, où l'on ouvre les yeux et tout redevient clair. Non, c'est brutal, désorientant. Comme si on vous avait arraché d'un monde pour vous jeter dans un autre, sans mode d'emploi, sans transition. Les premiers jours, je ne comprenais rien. Je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas combien de temps avait passé. Je ne savais même pas si j'étais vraiment vivante ou si tout cela n'était qu'un rêve étrange dont je n'arrivais pas à sortir. Mon corps ne m'obéissait plus. Mes jambes refusaient de bouger. Mon bras droit était lourd, engourdi, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Et ma voix, ma propre voix, sortait comme un murmure rauque, brisé, que je ne reconnaissais pas. L'infirmière qui m'avait accueillie à mon réveil s'appelait Amandine. Elle avait 30 ans, peut-être moins, avec des cheveux bruns attachés en chignon serré et ce regard fatigué mais bienveillant qu'ont ceux qui passent leur nuit à prendre soin des autres. Elle venait me voir plusieurs fois par jour. Elle me parlait doucement, comme on parle à un enfant qui a peur du noir. « Vous avez fait un AVC, Madame Bellinger, un accident vasculaire cérébral. Vous êtes restée 6 mois dans le coma. Mais vous êtes là maintenant. Vous êtes revenue. 6 mois. » J'ai mis du temps à comprendre ce que cela signifiait. 6 mois. La moitié d'une année. 2 saisons entières effacées de ma mémoire. Quel jour sommes-nous? J'ai réussi à articuler, la gorge brûlante. « Le 24 octobre, a répondu Amandine en ajustant mon oreiller. Un mardi. Octobre. J'étais partie en avril. Le printemps. Les roses qui commençaient à fleurir. Les matins doux où l'on ouvrait les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Et maintenant, c'était l'automne. Les feuilles mortes, les jours qui raccourcissent, le froid qui s'installe. Tout ce temps perdu, envolé, volé. Mon fils, j'ai murmuré, la voix tremblante. « Gérald, il sait que je suis réveillée ?» Amandine a hésité. Juste une seconde. Mais j'ai vu cette hésitation, ce léger froncement de sourcils, cette manière qu'elle avait de détourner les yeux avant de répondre. « On l'a appelé hier soir, dès que vous avez ouvert les yeux. Il a dit qu'il viendrait dès que possible. »« Dès que possible. Pas. J'arrive tout de suite. Pas. Je suis en route. Juste. Dès que possible. » Comme on dit à quelqu'un qui nous demande un service qu'on n'a pas vraiment envie de rendre. Gérald est venu 3 jours plus tard, le vendredi 27 octobre, en fin d'après-midi, seul, sans Isadora. Je l'ai entendu arriver avant de le voir. Ses pas dans le couloir, lent, mesuré, comme s'il traînait des pieds, comme s'il redoutait d'entrer dans cette chambre. Puis la porte s'est ouverte, et il était là, mon fils, mon unique enfant. Celui que j'avais porté, élevé, nourri,
consolé pendant 33 ans. Il avait maigri. Ou peut-être était-ce moi qui le voyais différemment, avec ses yeux qui revenaient de trop loin. Il portait un pull gris foncé, un jean sombre, et ses cheveux étaient plus courts que dans mon souvenir. Mais c'était son visage qui m'a frappé. Ce visage fermé, ses yeux qui évitèrent les miens, cette bouche serrée, comme s'il retenait quelque chose qu'il ne voulait pas dire. « Bonjour, maman ». Sa voix était plate, neutre, comme s'il parlait à une connaissance lointaine. « Bonjour, mon chéri ». J'ai réussi à articuler en essayant de sourire malgré la faiblesse de mon corps. Il s'est approché du lit, lentement. Il ne m'a pas embrassé. Il ne m'a pas pris la main. Il est resté debout, les bras croisés, à 1 mètre de distance, comme s'il y avait une frontière invisible entre nous. « Les médecins disent que tu vas mieux », il a dit. « Pas. »« Comment tu te sens ?»« Pas. » J'étais inquiet. Juste. « Les médecins disent que tu vas mieux. »« Oui, » j'ai murmuré. « Je me sens faible, mais je suis là. » Il a hoché la tête. Silence. Un silence lourd, oppressant. Comme si on marchait sur des œufs. Comme si chaque mot risquait de faire exploser quelque chose qu'on préférait garder caché. « Ils disent que tu pourras sortir dans quelques jours. » Il a repris, en regardant par la fenêtre plutôt que vers moi. « Qu'il te faudra de la rééducation, de la kiné, mais que tu pourras rentrer chez toi assez vite. Rentrer chez moi. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Ma maison, mes murs, mon refuge, la tasse en porcelaine blanche qui m'attendait sur la table basse, le canapé en velours vert, le balcon qui donne sur la cour silencieuse, tout ce qui était à moi, tout ce qui m'appartenait. Oui, j'ai dit doucement, j'ai hâte de rentrer. Et c'est là que j'ai vu son visage changer. Juste une fraction de seconde. Une crispation au coin de sa bouche, un battement de paupières trop rapide, quelque chose qui ressemblait à de la gêne ou à de la culpabilité. « Maman !» il a commencé, en se raclant la gorge. Puis il s'est arrêté, comme s'il cherchait ses mots, comme s'il ne savait pas comment dire ce qu'il avait à dire. « Oui, mon chéri ?» Il a respiré profondément. Il a baissé les yeux, et il a lâché d'une voix blanche. « Il faut qu'on parle. De la maison. » Mon cœur s'est arrêté. Juste une seconde. Mais je l'ai senti. Cette petite alarme qui se déclenchait au fond de ma poitrine. Cette intuition qu'on a toujours, quand quelque chose ne va pas. « Qu'est-ce qu'il y a avec la maison ?» j'ai demandé, la voix soudain plus faible. Gérald a détourné le regard. Il a serré les poings dans les poches de son jean. Et il a dit, sans me regarder, « Écoute, pendant que tu étais absente, il a fallu prendre des décisions. Absente, comme si j'étais partie en vacances, comme si j'avais choisi de disparaître pendant 6 mois. Quelle décision ?» J'ai insisté, en sentant la peur monter. Il s'est tu. Longtemps, trop longtemps. Puis il a murmuré, « On en parlera quand tu sortiras. Ce n'est pas le moment. » Gérald, ma voix était devenue plus ferme, plus claire, comme si la peur réveillait quelque chose en moi, quelque chose qui refusait d'être ignoré. « Dis-moi ce qui se passe. » Il a levé les yeux vers moi. Et pour la première fois depuis qu'il était entré dans cette chambre, il m'a regardé en face. Et ce que j'ai vu dans ses yeux, ça m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la tendresse, ce n'était pas de la compassion. C'était de la fuite, de la lâcheté, et quelque chose d'autre, encore pire, de la résignation. Comme s'il avait déjà pris une décision dont il savait qu'elle allait me détruire, mais qu'il avait choisi de vivre avec. « On en parlera à la maison », il a répété, en reculant déjà vers la porte. « Gérald, attends. » Mais il était déjà parti. La porte s'est refermée doucement derrière lui, et je suis restée là, seule, dans cette chambre blanche qui sentait le désinfectant, avec ce pressentiment terrible qui montait en moi comme une marée noire. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de grave, quelque chose qu'il ne voulait pas me dire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je fixais le plafond, les néons éteints, les ombres qui bougeaient dans le couloir, et je me répétais en boucle cette phrase qu'il avait dite. Il a fallu prendre des décisions. Quelles décisions? Pourquoi ne voulait-il pas m'en parler maintenant? Qu'est-ce qu'il me cachait? Le lendemain matin, j'ai demandé à Amandine si elle pouvait m'apporter mon téléphone. Il était rangé dans une petite armoire métallique près de mon lit avec mes affaires personnelles, mon sac, mes clés, mon portefeuille. Elle me l'a donné avec un sourire doux. « Vous voulez appeler quelqu'un ?»« Oui, » j'ai murmuré. « Mon fils. » J'ai composé le numéro de Gérald. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Messagerie vocale. À chaque fois. Alors j'ai appelé Isadora. Pareil. Messagerie vocale. Et c'est là que j'ai compris.
Ils ne voulaient pas me parler. Ils m'évitaient. Ils attendaient que je sorte de l'hôpital pour me dire quelque chose qu'ils n'osaient pas dire ici. Quelque chose qui ne pouvait pas être dit dans une chambre d'hôpital, sous le regard des infirmières, sous la protection des murs blancs et des machines qui bipaient. 5 jours plus tard, le mercredi 1er novembre, jour de la Toussaint, les médecins m'ont donné mon autorisation de sortie. « Vous avez fait des progrès remarquables, Madame Bellinger », a dit le neurologue, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes rondes et une voix rassurante. « Vous aurez besoin de rééducation, bien sûr, de la kinésithérapie 3 fois par semaine au minimum, mais vous pouvez rentrer chez vous, rentrer chez moi. » Ces mots auraient dû me remplir de joie, mais ils ne faisaient que renforcer cette boule d'angoisse qui grossissait dans mon ventre depuis la visite de Gérald. Amandine m'a aidé à m'habiller, à enfiler un pantalon souple, un pull chaud, une veste légère. Elle m'a accompagnée jusqu'au rez-de-chaussée, en fauteuil roulant, parce que mes jambes ne me portaient pas encore assez bien pour marcher seule. Dehors, il pleuvait. Une pluie fine, froide, typique de novembre. Les trottoirs brillaient sous la lumière grise. Les gens marchaient vite, la tête baissée, les mains dans les poches. Gérald m'attendait devant l'entrée, dans sa voiture. Une Peugeot noire, garée en double fil. Il est sorti pour m'aider à monter. Toujours ce même visage fermé. Toujours ce même silence. « Merci d'être venu me chercher », j'ai dit doucement, en m'installant sur le siège passager. Il n'a pas répondu. Il a juste démarré. Pendant tout le trajet, il n'a pas dit un mot. Pas une question sur comment je me sentais. Pas un commentaire sur la pluie, sur la circulation, sur rien. Juste le bruit du moteur, le cliquetis des essuie-glaces et ce silence pesant qui s'installait entre nous comme un mur de béton. Quand on est arrivé devant chez moi, devant ma maison au volet bleu pâle, celle que je n'avais pas vue depuis 6 mois, j'ai senti mon cœur se serrer. Elle était toujours là, intacte, fidèle, comme si elle m'attendait. Gérald m'a aidé à descendre de la voiture. Il a ouvert la porte d'entrée avec mes clés, et nous sommes entrés. La maison sentait le renfermer, comme si personne n'y était venu depuis des mois. Les volets étaient enfermés, les meubles recouverts d'une fine couche de poussière. Mais tout était à sa place. Le canapé en velours vert, la table basse, la tasse en porcelaine blanche, lavée, rangée, mais toujours là. Je me suis assise lentement sur le canapé. J'ai posé mes mains sur le velours usé et j'ai respiré. Chez moi. J'étais enfin chez moi. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des pas dans l'escalier. Des pas que je ne reconnaissais pas. Puis, une voix de femme, froide, tranchante. « Gérald, elle est là ?» Isadora est apparue en haut de l'escalier. Habillée d'un tailleur beige impeccable, les cheveux lissés, le visage parfaitement maquillé. Elle m'a regardé, sans un sourire, sans un mot de bienvenue. Juste ce regard froid, calculateur, que je lui connaissais trop bien. Et c'est là que Gérald a pris la parole. Debout au milieu du salon, les mains dans les poches, les yeux baissés, et il a dit, d'une voix blanche, « Maman, il faut que je te dise quelque chose. Il y a des moments dans la vie où tout bascule, où une phrase suffit à détruire tout ce qu'on croyait savoir, tout ce qu'on croyait posséder, tout ce qu'on croyait être. » Ce mercredi 1er novembre, dans ma propre maison, devant mon propre fils, j'ai vécu ce moment-là. Gérald était debout au milieu du salon, les mains dans les poches, le regard fuyant. Isadora, elle, était restée en haut de l'escalier, les bras croisés, le visage impassible, comme une statue de marbre, froide, distante, observatrice. « Maman ?» a commencé Gérald, la voix hésitante. Il s'est raclé la gorge, 1 fois, 2 fois, comme s'il cherchait ses mots, comme s'il essayait de trouver une manière douce de dire quelque chose qui ne pouvait pas l'être. « Pendant que tu étais à l'hôpital, » il a poursuivi, sans me regarder. « Pendant ces 6 mois, on a dû prendre des décisions. On, pas je, on. » Comme s'il voulait diluer la responsabilité, la partager avec quelqu'un d'autre, avec Isadora probablement. « Quelle décision ?» j'ai demandé, la voix tremblante. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles. Mes mains agrippaient le velours du canapé, comme si je cherchais à m'ancrer, à ne pas me laisser emporter par ce que je sentais venir. Gérald a respiré profondément. Il a levé les yeux vers Isadora. Elle lui a fait un signe de tête, presque imperceptible, comme pour dire « Vas-y, dis-lui ». Dès et il a lâché, d'une traite, sans me regarder. Les médecins disaient que tu ne te réveillerais peut-être jamais, que ton état était critique, qu'il fallait se préparer au pire. Je l'ai écouté sans bouger,
sans respirer. Et pendant ce temps, il y avait des factures à payer. L'électricité, l'eau, la taxe foncière, l'assurance, tout ça continuait de tomber. Et je ne pouvais pas tout assumer seul. Tu aurais pu me demander, j'ai murmuré. J'ai des économies, un compte en banque. Tu aurais pu... C'était bloqué, m'a-t-il coupé sèchement. Tant que tu étais dans le coma, je n'avais pas accès à tes comptes. Il aurait fallu une procuration, des démarches judiciaires, ça aurait pris des mois. Et pendant ce temps, les factures s'accumulaient. J'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose de fragile, de précieux, comme un vase ancien qu'on laisse tomber et qui explose en 1000 morceaux sur le sol. « Alors qu'est-ce que tu as fait ?» j'ai demandé, la voix à peine audible. Gérald a baissé la tête. Il s'est mordu la lèvre inférieure. Et il a dit, d'une voix blanche, « J'ai parlé avec un notaire. Il m'a dit que dans des cas comme ça, quand il y a un risque de perte, on peut faire des arrangements pour protéger le patrimoine. » Protéger le patrimoine. Ces mots sonnaient faux, creux, comme une excuse toute faite. Quel genre d'arrangement? Ma voix était devenue dure, tranchante, comme si quelque chose en moi se réveillait, quelque chose qui refusait d'être victime. Gérald a serré les poings dans ses poches. Il a regardé Isadora, encore une fois. Elle est descendue de quelques marches, lentement, comme une reine qui descend de son trône. « Il faut que tu comprennes, Octavie », a-t-elle dit, et le fait qu'elle m'appelle par mon prénom, et non « belle maman », m'a frappé comme une gifle. On pensait vraiment que tu ne te réveillerais pas. Les médecins étaient clairs là-dessus. 6 mois dans le coma, à ton âge, avec un AVC aussi grave, les chances étaient minimes. À mon âge, comme si 61 ans, c'était déjà un pied dans la tombe. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» j'ai répété, plus fort cette fois. Gérald a fermé les yeux, et il a dit, dans un souffle, « J'ai donné la maison à mes beaux-parents. » Le silence qui a suivi était assourdissant, comme si le monde entier s'était arrêté de tourner, comme si même l'air avait cessé de circuler. « Tu as... quoi ?» Ma voix était devenue un murmure, un souffle rauque, incrédule. « Mes beaux-parents avaient des problèmes financiers, » a expliqué Isadora d'un ton presque détaché. Ils allaient perdre leur appartement. Ils n'avaient nulle part où aller. Et cette maison, elle était vide, inutilisée. Pendant que tu étais à l'hôpital, elle ne servait à rien. Elle ne servait à rien. Ma maison, celle que j'avais achetée avec 30 ans de travail. Celle où j'avais vécu 15 ans. Celle où chaque mur, chaque meuble, chaque objet portait une part de mon histoire. Elle ne servait à rien. Mais ce n'est pas possible. J'ai balbutié, les larmes montant malgré moi. Cette maison est à moi, à mon nom. Vous ne pouviez pas, vous n'aviez pas le droit. Le notaire a dit que c'était légal, a coupé Gérald d'un ton sec. Dans des circonstances exceptionnelles, quand il y a un risque de décès, on peut transférer des biens pour éviter des complications successorales. Des complications successorales. Comme si j'étais déjà morte. Comme s'ils avaient déjà organisé mes funérailles. Comme s'ils s'étaient déjà partagé ce qui restait de moi. Mais je ne suis pas morte, j'ai murmuré, la voix brisée. Je suis là, je suis revenue. Oui, a dit Isadora d'un ton presque ennuyé. C'est inattendu, inattendu. Comme si ma survie était un inconvénient, une complication, un grain de sable dans leur belle machine bien huilée. Alors rendez-moi ma maison, j'ai dit, en essayant de garder mon calme. Si c'était juste provisoire, si c'était juste pour aider vos parents, alors maintenant que je suis de retour, rendez-moi ce qui m'appartient. Gérald a échangé un regard avec Isadora, un regard long, chargé de quelque chose que je ne comprenais pas. Puis il a secoué la tête. Ce n'est pas si simple, maman. Pourquoi? Parce que mes beaux-parents vivent ici maintenant. Ils ont emménagé il y a 4 mois. Ils ont résilié leur ancien bail. Ils ont déménagé toutes leurs affaires. Ils considèrent cette maison comme leur foyer. Mon sang s'est glacé. Ils vivent ici? Oui. Dans ma maison? Oui. Depuis 4 mois? Oui. J'ai regardé autour de moi. Le salon que je croyais retrouver intact. Le canapé en velours vert. La table basse. Les rideaux. Tout était là, oui. Mais maintenant que j'y regardais de plus près, je voyais les changements. Des changements subtils, discrets. Mais qui criait la vérité? Il y avait des photos que je ne reconnaissais pas sur l'étagère. Des photos de famille où je n'apparaissais pas. Où il y avait 2 personnes âgées que je ne connaissais pas. Un homme aux cheveux blancs, une femme au visage sévère, entourée de Gérald et Isadora. Il y avait un plaid marron sur le canapé. Un plaid que je n'avais jamais vu.
Il y avait des pantoufles près de la porte, des pantoufles d'homme, usées, qui n'étaient pas à moi. « Où sont mes affaires ?» j'ai demandé, la voix tremblante. Gérald a hésité. « On les a rangées. » « Rangées où ?»« Dans une pièce au 3e étage. On a pensé que, si tu te réveillais, tu aurais besoin d'un endroit pour tes affaires. Si tu te réveillais. » Encore ce conditionnel, comme s'ils ne l'avaient jamais vraiment cru. Comme s'ils avaient tout organisé en pensant que je ne reviendrais jamais. Je me suis levée, lentement, difficilement. Mes jambes tremblaient, mais je refusais de rester assise. Je refusais de me laisser écraser. « Je veux voir », j'ai dit d'une voix ferme. « Maman, ce n'est pas le moment, tu viens de sortir de l'hôpital, tu es fatiguée. »« Je veux voir mes affaires. » Gérald a soupiré. Il m'a aidé à monter les escaliers, un par un, lentement. Mes jambes me portaient à peine, mais je continuais. Je refusais de m'arrêter. Au 3e étage, il y avait une petite pièce sous les toits. Une pièce qui servait autrefois de débarras. Une pièce où je rangeais les cartons de Noël, les vieux livres, les objets dont je ne savais plus quoi faire. Gérald a ouvert la porte, et j'ai vu mes affaires, entassées, empilées dans des cartons, mes vêtements, mes livres, mes photos, mes souvenirs. Tout ce qui était à moi, réduit à des cartons poussiéreux dans une pièce sombre et exiguë. Et au milieu de tout ça, posé sur une petite étagère, il y avait la tasse en porcelaine blanche, avec son liseré doré effacé, et son ébréchure sur le bord. Je l'ai prise dans mes mains, doucement, comme on prend un trésor, et j'ai senti les larmes couler sur mes joues. « Ils ont pris ma maison », j'ai murmuré. « Ils ont pris ma vie. »« Maman, ce n'est pas... » « Ne dis rien », j'ai coupé, la voix dure. « Ne dis rien, Gérald. » Je suis redescendue, une marche après l'autre. Gérald derrière moi, silencieux. Quand je suis arrivée dans le salon, Isadora était assise sur mon canapé en velours vert, comme si elle était chez elle, comme si c'était son droit. Elle m'a regardée, sans une once de compassion, sans un soupçon de culpabilité. Et elle a dit, d'un ton glacial, « Il va falloir que tu trouves un autre endroit où vivre, Octavie. Mes parents ont besoin de cette maison, et franchement, tu ne peux pas rester ici, ce serait gênant, gênant, comme si ma présence dans ma propre maison était une inconvenance, une erreur de protocole, un manque de savoir-vivre. J'ai regardé mon fils, mon unique enfant, celui que j'avais élevé seul après le départ de son père, celui pour qui j'avais tout sacrifié, mes nuits, mes rêves, ma jeunesse. « Gérald, » j'ai dit doucement, « dis-moi que tu ne penses pas ça. Dis-moi que tu ne vas pas me laisser dans la rue. » Il a baissé les yeux, il a serré les poings, et il a murmuré, d'une voix à peine audible, « Je pensais que tu allais mourir, maman. Je pensais que la maison serait de toute façon perdue. J'ai juste essayé de faire ce qui était le mieux. Le mieux pour qui? Pour moi? Ou pour lui? » Je me suis tournée vers Isadora, vers cette femme froide, calculatrice, qui avait transformé mon fils en complice. Et j'ai dit, d'une voix calme mais ferme, « Cette maison est à moi, légalement, officiellement, et je vais la récupérer. » Elle a souri, un sourire froid, méprisant. « Bonne chance, » elle a dit. « Les procédures judiciaires prennent des années. Et pendant ce temps, mes parents continueront de vivre ici, en toute légalité. » Je savais qu'elle avait raison. Je savais que si j'entrais dans un combat judiciaire classique, ça prendrait des mois, des années peut-être, et pendant ce temps, je n'aurais nulle part où aller. Alors j'ai pris une décision que je n'aurais jamais cru pouvoir prendre. J'ai ramassé mon sac, le sac que Gérald avait rapporté de l'hôpital. J'ai pris la tasse en porcelaine blanche que j'avais gardée dans mes mains, et j'ai dit, d'une voix douce mais déterminée, « Je vais partir, mais pas parce que vous me chassez. Je pars parce que je refuse de rester dans un endroit où je ne suis pas la bienvenue. » J'ai regardé Gérald une dernière fois. Il ne disait rien. Il ne faisait rien. Il restait là, debout, les bras ballants, le regard fuyant, comme un enfant pris en faute qui n'ose pas assumer. « Au revoir, mon fils », j'ai murmuré. Et je suis sortie. Dehors, il pleuvait toujours. Une pluie fine et froide qui me glaçait jusqu'aux os. Je ne savais pas où aller. Je n'avais personne à appeler. Pas d'amis proches. Pas de famille. Juste moi. Et cette tasse en porcelaine blanche serrée contre mon cœur. J'ai marché jusqu'au bout de la rue. Mes jambes tremblaient. Mon corps était faible. Mais je continuais. Parce que je refusais de m'effondrer. Parce que je refusais de leur donner cette satisfaction. Et c'est là,
dans cette rue grise et pluvieuse, que j'ai pris mon téléphone et que j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur, celui de Maître Dubois, mon avocat. Un homme de 65 ans, que je connaissais depuis 20 ans et en qui j'avais toujours eu confiance. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Octavie, c'est toi ?» Sa voix était chaleureuse, inquiète. « Oui, maître, c'est moi. Mon Dieu, on m'a dit que tu étais sorti du coma. Comment vas-tu ?»« Pas bien, » j'ai murmuré. « Pas bien du tout. J'ai besoin de vous. » Et je lui ai tout raconté. Tout. Il m'a écouté sans m'interrompre. Et quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Puis il a dit, d'une voix grave, « Octavie, ce qu'ils ont fait est illégal, complètement illégal. Un transfert de propriété ne peut pas se faire sans ton consentement, coma ou pas, et certainement pas au profit des beaux-parents de ton fils. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut agir vite, très vite. Je connais un juge qui pourra émettre une ordonnance en urgence. On va récupérer ta maison, Octavie. Et on va faire en sorte que ceux qui te l'ont volée en perdent le prix. Combien de temps? Donne-moi 5 jours. 5 jours. C'était tout ce dont j'avais besoin. Merci, maître. Où es-tu, là, maintenant? Dans la rue. Tu as un endroit où dormir? Non. Viens chez moi. Ma femme et moi avons une chambre d'amis. Tu resteras le temps qu'il faudra. J'ai pleuré. Là, sous la pluie, au milieu de la rue. J'ai pleuré de soulagement, de reconnaissance et de rage contenue. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Il y a une différence entre être seul et se sentir abandonné. Quand on est seul, on choisit sa solitude. On l'apprivoise. On en fait une compagne. Mais quand on est abandonné, quand ceux qu'on aimait vous tournent le dos, quand votre propre sang vous trahit, la solitude devient une cage, un piège, un désert sans fin. Ce mercredi soir, le 1er novembre, je suis arrivé chez Maître Dubois, avec pour seul bagage mon sac d'hôpital et cette tasse en porcelaine blanche que je serrais contre moi comme un talisman. Maître Dubois habitait dans le 15e arrondissement, près du parc Georges Brassens, dans un immeuble haussmannien élégant avec des moulures au plafond et un parquet qui craquait doucement sous les pas. Sa femme, Marguerite, m'a accueilli avec une gentillesse qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Elle avait 62 ans, 1 an de plus que moi, avec des cheveux gris coupés courts et ce regard doux des femmes qui ont vu la vie et qui ont choisi d'en retenir la bonté plutôt que l'amertume. « Ma pauvre Octavie », elle a murmuré en me prenant dans ses bras. « Viens, je t'ai préparé un thé et un lit. Tu vas te reposer. » Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais épuisée avant de m'asseoir dans leur salon chaleureux, devant une tasse de thé brûlant, enveloppée dans un plaid doux qui sentait la lavande. Mon corps tremblait encore. Mes jambes étaient lourdes, mes mains fragiles, comme si le coma avait laissé des cicatrices invisibles que personne ne pouvait voir, mais que je portais dans chaque mouvement, chaque souffle. Maître Dubois s'est assis en face de moi. Il avait posé un carnet et un stylo sur la table basse. « Raconte-moi tout depuis le début, Octavie. Dans l'ordre. Chaque détail compte. » Alors j'ai raconté. Encore une fois. Le matin du 23 avril, l'AVC, le coma, les 6 mois de silence, mon réveil le 24 octobre, la visite de Gérald, 3 jours plus tard, où il avait évité de me regarder dans les yeux, ma sortie de l'hôpital ce matin même, et la révélation. Cette phrase terrible qui résonnait encore dans ma tête comme une sentence « Mère, j'ai donné ta maison à mes beaux-parents, je pensais que tu allais mourir ». Maître Dubois m'écoutait en prenant des notes. Son visage restait calme, professionnel, mais je voyais une colère froide dans ses yeux. Une colère contenue, maîtrisée, celle des hommes de loi qui savent que la justice se gagne avec des preuves, pas avec des émotions. « Est-ce que tu as signé quelque chose ?» il a demandé. « Non. Rien. J'étais dans le coma. Est-ce que Gérald avait une procuration sur tes biens? Non, jamais. Je n'en ai jamais établi. Est-ce qu'il y a eu un jugement de tutelle, une mesure de protection juridique? Je ne sais pas. Personne ne m'en a parlé. Maître Dubois a posé son stylo. Il s'est penché en avant, les mains croisées. Et il a dit, d'une voix ferme, « Octavie, ce que ton fils a fait est une appropriation illégale de biens. C'est un délit pénal. Tu n'as jamais donné ton consentement. Tu étais dans le coma, donc juridiquement incapable de consentir à quoi que ce soit. Et même si Gérald avait obtenu une tutelle, ce qui n'est manifestement pas le cas, il n'aurait jamais eu le droit de donner ta maison à des tiers. » J'ai fermé les yeux.
Les mots de Maître Dubois me réconfortaient, mais en même temps, ils rendaient tout plus réel, plus douloureux. Mon fils n'avait pas juste fait une erreur de jugement. Il avait commis un délit. Il m'avait volé. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai murmuré. On va agir vite. Demain matin, je dépose une requête en référé auprès du tribunal judiciaire. Je vais demander 3 choses. Une ordonnance de restitution immédiate de ton bien, une ordonnance d'expulsion des occupants illégaux, c'est-à-dire les beaux-parents de Gérald, et une assignation de Gérald pour qu'il s'explique devant un juge. Combien de temps ça va prendre? Si le juge accepte de traiter ça en urgence, et je vais tout faire pour, on peut avoir une décision d'ici lundi. Le lundi 6 novembre. Lundi, dans 5 jours. Et après, un huissier de justice se présentera chez toi, enfin chez eux, avec l'ordonnance du juge et un officier de police. Ils auront 24 heures pour quitter les lieux. S'ils refusent, ils seront expulsés par la force publique. Je me suis mise à trembler. Pas de peur, pas de tristesse, mais de quelque chose d'autre, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de la force, de la détermination, de la justice. Et Gérald? J'ai demandé, la voix brisée. Qu'est-ce qui va lui arriver? Maître Dubois a hésité. Il a regardé sa femme, puis moi. Il risque une plainte pénale pour abus de faiblesse et appropriation frauduleuse. Ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mon cœur s'est serré. Mon fils, mon bébé, celui que j'avais porté, nourri, élevé, en prison. Mais je ne veux pas qu'il aille en prison, j'ai murmuré. Je veux juste récupérer ce qui est à moi. Octavie, a dit doucement Marguerite en posant sa main sur la mienne. Ce n'est pas à toi de décider. Ce qu'il a fait est grave. Et même si tu ne portes pas plainte, le procureur peut le faire d'office quand il verra le dossier. J'ai pleuré, silencieusement, sans sanglots. Juste des larmes qui coulaient sur mes joues, chaudes et salées, portant avec elles toute la douleur accumulée depuis des mois. Comment en est-on arrivé là? J'ai murmuré. Comment mon propre fils a-t-il pu me faire ça? Parce qu'il a épousé une femme qui ne voit que l'argent, a dit Marguerite d'une voix douce mais ferme. Et parce qu'il a été trop faible pour lui dire non. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis des Dubois. Une petite chambre au papier peint fleuri, avec un lit moelleux et des draps qui sentaient le propre. Mais je n'ai pas vraiment dormi. Je suis restée allongée dans le noir, les yeux ouverts, à fixer le plafond, à repenser à tout ce qui s'était passé, à tout ce que j'avais perdu, et à tout ce que j'allais reprendre. Le lendemain matin, jeudi 2 novembre, Maître Dubois est parti tôt au tribunal. Marguerite m'a préparé un petit déjeuner simple mais réconfortant. Des tartines beurrées, de la confiture de fraises, un café long. Il faut que tu manges, Octavie. Tu as besoin de force. J'ai mangé sans appétit. Chaque bouchée me semblait lourde, chaque gorgée de café amère. Mais je savais qu'elle avait raison. Je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer maintenant, pas avant d'avoir récupéré ce qui était à moi. Dans l'après-midi, Maître Dubois est rentré. Il avait l'air fatigué, mais satisfait. C'est fait, il a dit. La requête est déposée. Le juge l'examinera demain matin. Et vous pensez qu'il acceptera? Oui. Les preuves sont accablantes. Ton fils n'avait aucun droit de faire ce qu'il a fait. Les 3 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Vendredi 3 novembre, samedi 4 novembre, dimanche 5 novembre. 3 jours où je suis restée chez les Dubois à attendre, à me reposer, à regarder par la fenêtre les feuilles tombées des arbres du parc Georges Brassens, à tenir cette tasse en porcelaine blanche entre mes mains, comme une encre. Marguerite m'a accompagnée faire quelques courses, des vêtements de rechange, une trousse de toilette, des chaussures confortables. Il faut que tu prennes soin de toi, Octavie. Tu sors à peine du coma. Ton corps a besoin de repos. Mais mon esprit, lui, ne pouvait pas se reposer. Il tournait en boucle. Il anticipait. Il imaginait la scène, le retour chez moi, l'arrivée de l'huissier, l'arrivée de la police, le visage de Gérald quand il comprendrait, le visage d'Isadora quand elle réaliserait qu'elle avait perdu. Le dimanche soir, Maître Dubois a reçu un appel. Il était dans son bureau. La porte était fermée, mais j'entendais sa voix, grave, posée. Puis, il est sorti, et il m'a regardé avec un sourire discret. Le juge a rendu sa décision. Mon cœur s'est arrêté. Et ordonnance de restitution immédiate acceptée. Ordonnance d'expulsion des occupants illégaux acceptée. Assignation de Gérald devant le juge pour s'expliquer sur les circonstances du transfert de propriété. J'ai porté mes mains à ma bouche,
J'ai fermé les yeux et j'ai respiré, vraiment respiré, pour la première fois depuis des jours. L'huissier et la police interviendront demain, lundi 6 novembre, à 15 heures, demain, dans moins de 24 heures. Tu veux que je t'accompagne ? A demandé Maître Dubois. Non, j'ai dit doucement. Je veux y aller seule. Enfin, avec l'huissier et la police. Mais je veux être celle qui frappe à ma propre porte. Il a hoché la tête. Je comprends. Cette nuit-là, j'ai enfin dormi. D'un sommeil profond, réparateur, sans rêve, sans cauchemar, juste le silence, et la certitude que demain, justice serait rendue. Le lendemain matin, lundi 6 novembre, je me suis levée tôt. J'ai pris une douche. Je me suis habillée avec soin. Un pantalon noir, un chemisier blanc, une veste sobre. Je voulais avoir l'air digne. Pas vengeur, pas écrasé, juste digne. Marguerite m'a préparé un café. « Tu es prête ?» ?»« Oui, j'ai dit. Je suis prête. » À 14h30, un taxi m'a déposé devant ma maison. Ma maison au volet bleu pâle. Celle que j'avais quittée 5 jours plus tôt, sous la pluie, le cœur brisé. Devant la porte, il y avait déjà 3 personnes. Un homme en costume gris, la cinquantaine, avec une mallette à la main, l'huissier de justice. Une femme en uniforme de police, la trentaine, le regard sérieux, l'officier de police, et Maître Dubois, qui avait finalement décidé de venir. Pour m'assurer que tout se passe bien, il a dit en me serrant la main. L'huissier m'a salué. Madame Bellinger ? Oui. Maître Renaud, huissier de justice. J'ai ici l'ordonnance du tribunal qui vous restitue la pleine propriété de cette maison et ordonne l'expulsion immédiate des occupants illégaux. Il m'a tendu le document. Je l'ai lu. Chaque mot, chaque ligne. C'était officiel, légal, indiscutable. « Êtes-vous prête, madame ?» a demandé l'officier de police. J'ai regardé la porte, cette porte que j'avais franchie des milliers de fois, cette porte qui menait à mon refuge, mon royaume, ma vie. Oui, j'ai dit d'une voix ferme. Je suis prête. L'huissier a sonné, 1 fois, 2 fois, puis il a frappé, fort. J'entendais des voix à l'intérieur, des pas précipités, puis la porte s'est ouverte, et là, devant moi, il y avait Isadora, vêtue d'un tailleur beige impeccable, les cheveux tirés en arrière, le visage figé dans une expression de surprise mêlée de mépris. « Qu'est-ce que… » elle a commencé, mais l'huissier l'a coupée. « Madame, je suis Maître Renaud, huissier de justice. J'ai ici une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris ordonnant votre expulsion immédiate de cette propriété. » Le visage d'Isadora s'est décomposé. « Quoi ? Mais vous ne pouvez pas… »« Si, madame, et je vous conseille de coopérer. » Derrière elle, j'ai vu Gérald apparaître, et derrière lui, 2 personnes âgées que je ne connaissais pas. Un homme aux cheveux blancs, le visage marqué, une femme au regard dur, les lèvres pincées, les beaux-parents. Ceux qui vivaient dans ma maison depuis 4 mois, ceux pour qui mon fils m'avait trahi. Gérald m'a vu, et il est devenu blanc comme un linge. Maman, je l'ai regardé, longuement, sans colère, sans haine, juste avec une immense tristesse. « Bonjour, Gérald, » j'ai dit doucement. « Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. Il y a des moments dans la vie où le temps semble se figer, où chaque seconde s'étire, où chaque regard porte le poids d'une éternité. Ce lundi 6 novembre, à 15 heures précises, devant la porte de ma propre maison, j'ai vécu ce moment-là. Gérald était là, debout dans l'embrasure de la porte, le visage livide. Derrière lui, Isadora, les bras croisés, le regard dur. Et plus loin, dans le salon, mon salon, les beaux-parents, figés comme des statues de sel. L'huissier a répété, d'une voix calme mais ferme, « Madame, monsieur, j'ai ici une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris datée du 5 novembre, ordonnant la restitution immédiate de cette propriété à Madame Octavie Bellinger, sa légitime propriétaire, ainsi que l'expulsion immédiate de tous les occupants illégaux. » Isadora a secoué la tête. « C'est ridicule. Cette maison a été donnée légalement. Nous avons un notaire qui peut le confirmer. »« Madame, » a coupé Maître Dubois en s'avançant, « votre notaire a commis une faute professionnelle grave. On ne peut pas transférer la propriété d'un bien sans le consentement écrit et éclairé du propriétaire. Madame Bellinger était dans le coma. Elle n'a jamais donné son accord. Ce transfert est nul et non avenu. Le père d'Isadora,
Un homme d'environ 70 ans, au visage marqué par les années et par quelque chose qui ressemblait à de l'amertume, s'est avancé. « On ne savait pas », il a dit d'une voix rauque. « Gérald nous a dit que sa mère ne se réveillerait jamais, qu'elle était mourante, que la maison allait être perdue de toute façon. On a cru le sauver. On a cru faire ce qui était juste. Je l'ai regardé. Cet homme que je ne connaissais pas. Cet homme qui vivait dans ma maison depuis 4 mois, qui dormait dans mon lit peut-être, qui mangeait dans ma cuisine, qui regardait par mes fenêtres. Vous avez cru faire ce qui était juste, j'ai répété doucement, en prenant la maison d'une femme dans le coma. Il a baissé les yeux. Sa femme, une femme sèche, au regard froid, a pris la parole à sa place. Nous avions des dettes, nous allions tout perdre, notre propre fille nous a demandé de l'aide. Que devions-nous faire? Refuser? Vous deviez dire non. J'ai répondu d'une voix calme mais ferme. Vous deviez dire à votre fille et à mon fils que ce qu'ils faisaient était mal. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais l'officier de police l'a interrompue. Madame, monsieur, cette discussion n'a pas lieu d'être. Vous avez reçu l'ordonnance. Vous devez quitter les lieux immédiatement. Immédiatement? S'est écriée Isadora. Mais nos affaires, nos meubles, vous avez 24 heures pour récupérer vos effets personnels, a précisé l'huissier en consultant son document. Tout ce qui appartient à Madame Bellinger doit rester ici. Tout ce qui vous appartient peut être emporté. Un nouvel huissier viendra demain à 15 heures pour constater que les lieux ont été libérés. Si vous n'êtes pas parti, l'expulsion sera effectuée par la force publique. Gérald a enfin pris la parole. Sa voix tremblait. « Maman, je ne pensais pas que tu te réveillerais. Je me suis tournée vers lui, mon fils, mon unique enfant, celui que j'avais porté pendant 9 mois, celui que j'avais nourri, changé, consolé pendant des nuits entières, celui pour qui j'avais renoncé à tant de choses, des voyages, des rêves, des amours. Je sais, j'ai dit doucement, je sais que tu ne pensais pas que je me réveillerais. C'est exactement le problème. Il a voulu s'approcher. J'ai levé la main, pas agressivement, juste pour mettre une distance. Non, Gérald, pas maintenant. L'huissier a sorti des papiers de sa mallette. Madame Bellinger, conformément à l'ordonnance, je dois procéder à un constat d'état des lieux. Puis-je entrer? Oui, j'ai dit. Je suis entré dans ma maison, pour la première fois depuis 5 jours. Pour la première fois depuis ce matin terrible où Gérald et Isadora m'avaient annoncé qu'ils avaient donné ma vie à des étrangers. Tout était différent, et en même temps, tout était pareil. Les murs étaient les mêmes, le parquet, identique. Mais l'âme de la maison avait changé. Le canapé en velours vert était toujours là, mais il portait un plaid que je ne reconnaissais pas. La table basse était encombrée de magazines qui n'étaient pas les miens. L'étagère près de la fenêtre était remplie de photos. Des photos de famille où je n'apparaissais pas, où Gérald souriait aux côtés d'Isadora et de ses parents, comme si j'avais été effacé, gommé, comme si je n'avais jamais existé. L'huissier prenait des notes, il photographiait chaque pièce, chaque détail. L'officier de police restait dans l'entrée, veillant à ce que personne ne parte, à ce que personne ne cache quoi que ce soit. Je suis monté au premier étage, ma chambre. La porte était ouverte. J'ai regardé à l'intérieur. Mon lit, celui où j'avais dormi pendant 15 ans, était recouvert d'une couette que je ne connaissais pas. Sur la table de nuit, il y avait des lunettes de lecture qui n'étaient pas les miennes, des médicaments, une carafe d'eau. Tout indiquait qu'on vivait ici, qu'on s'était installé, qu'on avait pris possession de mon intimité la plus profonde. Ils ont dormi dans mon lit, j'ai murmuré. Maître Dubois, qui m'avait suivi, a posé une main rassurante sur mon épaule. « Octavie, tu vas récupérer tout ça. Et tu vas pouvoir tout nettoyer, tout remettre comme c'était. » Mais pouvait-on vraiment remettre les choses comme elles étaient? Pouvait-on effacer la violation, la trahison, le sentiment d'avoir été dépossédé de sa propre vie? Je suis redescendu, dans la cuisine. Là aussi, tout était différent. Il y avait des casseroles que je ne reconnaissais pas, des épices dans le placard qui n'étaient pas les miennes, un torchon accroché près de l'évier, brodé d'un prénom, Francine, la mère d'Isadora. « Où sont mes affaires ?» j'ai demandé en me tournant vers Gérald. Il a hésité. « Au 3e étage, comme je te l'ai dit l'autre jour. Montre-moi. » Nous sommes montés. Gérald devant, moi derrière. L'huissier nous suivait. Au 3e étage, dans cette petite pièce sous les toits qui avait toujours servi de débarras, mes affaires étaient entassées. Des cartons, des sacs, mes vêtements, froissés, mes livres,
empilées n'importe comment. Mes photos de famille, celles de mes parents, de ma jeunesse, de Gérald enfant, jetées dans une boîte en carton abîmé. J'ai ouvert un carton. À l'intérieur, il y avait ma collection de tasses anciennes. Certaines étaient ébréchées, d'autres cassées, comme si on les avait jetées là sans précaution, comme si elles ne valaient rien. « Tu as cassé mes tasses », j'ai dit d'une voix blanche. Gérald a pâli. Je ne savais pas qu'elles étaient importantes pour toi. Tout ce qui est à moi est important pour moi, Gérald. Tout. L'huissier a pris des photos. Madame Bellinger, je consigne l'état de vos biens. Cela pourra servir si vous souhaitez réclamer des dommages et intérêts. Des dommages et intérêts. Comme si l'argent pouvait réparer ce qui avait été brisé. Nous sommes redescendus. Dans le salon, Isadora était assise sur le canapé, le visage fermé. Ses parents étaient debout près de la fenêtre, silencieux. L'huissier a refermé sa mallette. Le constat est terminé. Madame, monsieur, vous avez jusqu'à demain 15 heures pour quitter les lieux. Passé ce délai, je reviendrai avec des forces de l'ordre pour procéder à l'expulsion. Est-ce clair? Le père d'Isadora a hoché la tête, résigné. C'est clair. Isadora s'est levée. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et elle a dit, d'une voix froide, « Tu es contente? Tu vas récupérer ta petite maison, mais tu as perdu ton fils. » Ces mots ont résonné dans le silence. Comme une gifle, je me suis approché d'elle, lentement, calmement, et j'ai dit, d'une voix douce mais ferme, « Je n'ai pas perdu mon fils, Isadora. C'est toi qui l'as transformé en quelqu'un que je ne reconnais plus. Mais un jour, il se réveillera. Un jour, il comprendra ce qu'il a fait, et ce jour-là, il devra vivre avec. » Elle a détourné le regard. Je me suis tournée vers Gérald. Il avait les yeux rouges, comme s'il allait pleurer. Mais il ne pleurait pas. Il restait là, figé, les bras ballants. « Gérald, » j'ai dit doucement, « tu es mon fils, et je t'aimerai toujours, mais ce que tu as fait, je ne sais pas si je pourrais te le pardonner un jour. » Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. « Vous avez 24 heures, » a répété l'huissier. « Je reviendrai demain. » Et nous sommes sortis. Maître Dubois, l'huissier, l'officier de police et moi. Dehors, le ciel était gris. Le vent soufflait doucement, faisant danser les feuilles mortes sur le trottoir. L'huissier m'a tendu une copie du constat. « Madame Bellinger, la maison est officiellement à vous. Vous pouvez revenir demain après 15 heures. Elle sera vide. »« Merci, maître. » L'officier de police m'a salué. « Courage, madame. »« Merci. » Ils sont partis. Je suis resté là, sur le trottoir, devant ma maison. Maître Dubois à mes côtés. « Tu veux que je reste avec toi ?» Il a demandé. « Non, » j'ai murmuré. « J'ai besoin d'être seul. » Il a hoché la tête. « Appelle-moi si tu as besoin. À n'importe quelle heure. Merci. Pour tout. » Il est parti. Et je suis resté là, seul, devant ma maison au volet bleu pâle, celle que j'avais achetée avec 30 ans de travail, celle qu'on m'avait volée, celle que je venais de reprendre. Mais la victoire avait un goût amer, parce que pour récupérer ma maison, j'avais perdu mon fils. Ou peut-être l'avais-je perdu bien avant. Peut-être l'avais-je perdu le jour où il avait choisi Isadora, ou le jour où il avait cessé de me voir comme sa mère et avait commencé à me voir comme un obstacle. Ou peut-être ne l'avais-je jamais vraiment eu. Je suis rentré chez les Dubois. Marguerite m'attendait avec un thé chaud. « Alors, c'est fait, » j'ai dit. « Ils ont 24 heures pour partir. » Et Gérald, j'ai murmuré en fermant les yeux. Gérald était là, mais je ne sais pas si c'était vraiment lui. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je pensais à demain, au moment où je rentrerai chez moi. Vraiment chez moi, sans personne, sans intrusion, sans violation. Mais je pensais aussi à Gérald, à ce petit garçon qui me tendait les bras quand il avait peur, à cet adolescent qui me racontait ses rêves, à cet homme qui m'avait trahi. Et je me demandais si un jour il comprendrait, si un jour il regretterait, si un jour il reviendrait frapper à ma porte pour me demander pardon. Et si ce jour arrivait, est-ce que je serais capable de lui ouvrir? Il y a une différence entre récupérer une maison et retrouver un foyer. Une maison, ce sont des murs, un toit, des portes, des fenêtres. Un foyer, c'est une âme, une chaleur, un sentiment de paix qui vous enveloppe dès que vous franchissez le seuil. Ce mardi 7 novembre, à 15h30, je suis revenu chez moi, avec Maître Dubois et l'huissier, pour constater que les lieux avaient été libérés. La porte était fermée à clé. J'ai sorti mes clés, celles que j'avais gardées dans mon sac depuis ma sortie de l'hôpital.
Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, mais d'émotion. J'ai tourné la clé dans la serrure. Le mécanisme a cliqué doucement. Et j'ai poussé la porte. Le silence m'a accueilli. Un silence épais, lourd, comme si la maison retenait son souffle. J'ai avancé dans l'entrée. Mes pas résonnèrent sur le parquet. L'huissier me suivait, son carnet à la main. Maître Dubois est resté près de la porte, respectueux, me laissant découvrir seul. Le salon. Le canapé en velours vert était toujours là. Mais le plaid avait disparu. Les magazines, envolés, les photos encadrées des beaux-parents, retirées de l'étagère. Tout ce qui leur appartenait était parti. Mais leur présence restait, comme une empreinte invisible, une odeur différente dans l'air, un parfum que je ne reconnaissais pas, une lourdeur que je ne me rappelais pas. Je suis montée au premier étage, ma chambre. Le lit était fait, proprement, avec une couette que je ne connaissais pas, mais qui était là comme un geste de politesse forcée. Sur la table de nuit, plus rien. Pas de lunettes, pas de médicaments, pas de carafe, juste le vide. J'ai ouvert l'armoire. Mes vêtements avaient été replacés, mais pas à leur place habituelle. Tout était mélangé. Les robes avec les pantalons, les pulls d'hiver avec les chemisiers d'été. Comme si quelqu'un avait voulu ranger vite, sans prendre le temps de comprendre l'ordre des choses. Je suis redescendue, dans la cuisine. Les casseroles étrangères avaient disparu, les épices aussi. Le torchon brodé Francine n'était plus là, mais il restait une odeur de friture, quelque chose que je ne cuisinais jamais. J'ai ouvert le réfrigérateur, vide, complètement vide. Ils avaient tout pris, même les condiments, même le beurre. L'huissier prenait des notes. Les lieux ont été libérés conformément à l'ordonnance. Il ne reste aucun effet personnel des occupants. Je vais rédiger le procès-verbal de libération. Merci, maître, j'ai murmuré. Il est parti quelques minutes plus tard. Maître Dubois est resté. Tu veux que je reste un peu? Il a demandé doucement. Non, j'ai dit. J'ai besoin d'être seul, de réapprivoiser les lieux. Il a hoché la tête. Appelle-moi si tu as besoin. N'importe quand. Merci. Pour tout. Et il est parti. Je suis restée seule, dans ma maison que j'avais récupérée, ma maison qui était à nouveau à moi, légalement, officiellement. Mais quelque chose manquait, quelque chose d'intangible, cette sensation de sécurité, de chaleur, de chez-soi. J'ai monté au 3e étage, dans cette petite pièce sous les toits où mes affaires avaient été entassées. Les cartons étaient toujours là, intacts. Personne ne les avait redescendus. J'ai commencé à les ouvrir, un par un. Mes vêtements, froissés mais récupérables. Mes livres, un peu abîmés mais lisibles. Mes photos, heureusement intactes, celles de mes parents, de ma jeunesse, de Gérald enfant. Et puis, j'ai trouvé le carton avec mes tasses anciennes. Je l'ai ouvert lentement, avec précaution. 3 tasses étaient encassées, complètement, irréparables. Les morceaux gisaient au fond du carton, mélangés. Mais les autres étaient là, fragiles, mais entières. J'ai sorti la tasse en porcelaine blanche, celle que j'avais emportée avec moi chez les Dubois, celle avec le liseré doré effacé, et l'ébréchure sur le bord. Je l'ai tenue dans mes mains, et j'ai pleuré. Pas de colère, pas de haine, juste de la tristesse, une tristesse profonde, ancienne, qui venait de loin. Parce que j'avais récupéré ma maison, mais j'avais perdu mon fils. Les jours suivants ont été étranges. Je vivais dans ma maison, je dormais dans mon lit. Je préparais mon café dans ma cuisine. Mais rien ne semblait vraiment à sa place. J'ai passé des heures à nettoyer, à récurer, à laver, comme si je voulais effacer toute trace de leur présence. Chaque surface, chaque meuble, chaque recoin. J'ai changé les draps, j'ai lavé les rideaux, j'ai aéré toutes les pièces. Et lentement, très lentement, la maison a recommencé à sentir comme avant, à respirer comme avant, à devenir de nouveau un foyer. Mais il y avait un silence. Un silence que je n'avais jamais connu avant. Avant le coma, je vivais seul, oui, mais je savais que Gérald existait, qu'il était là, quelque part dans Paris, avec sa vie, son travail, sa femme, qu'il viendrait me voir une fois par mois, que je recevrais un coup de fil de temps en temps, que j'existais dans sa vie, même de loin. Maintenant, je ne savais plus. Il n'avait pas appelé, pas envoyé de message, pas essayé de me joindre, et moi non plus. Parce que je ne savais pas quoi dire, parce que j'avais peur que si je parlais, je m'effondre, que toute cette force, cette dignité que j'avais réussi à maintenir pendant ces jours terribles
s'évapore d'un seul coup. Le vendredi 10 novembre, 3 jours après mon retour, j'ai reçu un courrier, une lettre recommandée, du tribunal. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. C'était une convocation, pour Gérald. Il devait se présenter devant le juge le lundi 20 novembre, pour s'expliquer sur les circonstances du transfert de propriété. 20 novembre, dans 10 jours. J'ai relu la lettre plusieurs fois, et j'ai réalisé que ce n'était pas fini, que la justice suivait son cours, que Gérald allait devoir répondre de ce qu'il avait fait. Et moi, je devais décider. Est-ce que j'allais être là? Est-ce que j'allais témoigner contre mon propre fils? Est-ce que j'allais demander des dommages et intérêts? Est-ce que j'allais pousser pour qu'il soit condamné pénalement? Je ne savais pas. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Dubois. Maître, j'ai reçu la convocation. Oui, je l'ai reçue aussi. Est-ce que je suis obligé d'être là? Il y a eu un silence. Puis il a dit doucement, « Non, Octavie, tu n'es pas obligé. C'est une procédure administrative pour régulariser la situation. Le juge va simplement constater que le transfert était illégal et annuler tous les actes. Et pour la plainte pénale? Ça, c'est à toi de décider. Le procureur peut agir d'office, mais si tu ne veux pas porter plainte, ça rendra les choses plus compliquées pour lui. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? » Un long silence. Je ne suis pas à ta place, Octavie. Mais si tu me demandes mon avis, je pense que tu as déjà obtenu ce que tu voulais. Ta maison, ta dignité, ta justice, le reste ne te ramènera pas ton fils. J'ai raccroché, et je me suis assise sur le canapé en velours vert, dans le silence de ma maison retrouvée. Et j'ai pensé à Gérald, à ce petit garçon qui avait peur du noir et qui venait se blottir contre moi, à cet adolescent qui me racontait ses secrets, à cet homme qui m'avait trahi. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui fait plus mal? Perdre sa maison ou perdre son enfant? La réponse était évidente, mais je ne voulais pas l'admettre. Les jours ont continué à passer. Samedi, dimanche, lundi. J'ai commencé ma rééducation. 3 fois par semaine, j'allais voir un kinésithérapeute près de chez moi. Un jeune homme d'une 30aine d'années, patient et encourageant. « Vous faites des progrès remarquables, Madame Bellinger », il me disait à chaque séance. « Votre corps se souvient. Il retrouve sa force. Mon corps, peut-être. Mais mon cœur, lui, était toujours brisé. » Le mercredi 15 novembre, j'ai reçu un message. Sur mon téléphone. Un message de Gérald. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Longtemps. Puis, j'ai cliqué. « Maman, je sais que tu ne veux probablement pas me parler, mais il faut que tu saches que je suis désolée. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Je ne voulais pas te faire de mal. Je pensais vraiment que tu ne te réveillerais jamais. Le juge veut me voir lundi. J'ai peur. » J'ai relu le message. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Je pensais vraiment que tu ne te réveillerais jamais. Cette phrase résonnait en moi comme un écho douloureux, parce qu'elle révélait tout ce qu'il ne disait pas, tout ce qu'il n'avouait pas. Il ne s'excusait pas vraiment. Il s'excusait de s'être fait prendre. Il s'excusait que je sois revenue. J'ai posé le téléphone. Et je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je ne savais pas quoi dire, parce que je n'avais pas encore trouvé les mots, parce que j'avais besoin de temps. Le lundi 20 novembre est arrivé, le jour de la convocation. Je me suis levée tôt. J'ai bu mon café dans la tasse en porcelaine blanche. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était gris. Il pleuvait doucement. Et j'ai pris une décision que je n'avais pas prévue. Une décision qui venait du plus profond de moi. J'ai enfilé un manteau, j'ai pris mon sac, et je suis sortie, direction le tribunal, parce que j'avais besoin de le voir, j'avais besoin de regarder mon fils dans les yeux, une dernière fois, et de lui dire la vérité. Ma vérité. Même si elle devait nous séparer pour toujours. Il y a des moments où l'on marche vers quelque chose sans savoir exactement pourquoi, sans savoir ce qu'on va dire, sans savoir ce qu'on va ressentir. On avance simplement parce qu'il le faut, parce que rester immobile serait pire que d'affronter l'inconnu. Ce lundi 20 novembre, à 9h du matin, je suis arrivée au tribunal judiciaire de Paris, un grand bâtiment austère, avec des colonnes de pierre et des portes massives qui semblaient garder les secrets de milliers de vies brisées. Il pleuvait, une pluie fine et persistante qui rendait les pavés glissants. J'ai serré mon manteau contre moi et je suis entrée. À l'intérieur, l'atmosphère était froide, impersonnelle, des couloirs interminables, des portes numérotées, des gens qui marchaient vite, des dossiers sous le bras, le regard préoccupé.
J'ai cherché la salle d'audience. Salle 304, 3e étage. Mes jambes me portaient difficilement. La rééducation m'avait redonné un peu de force, mais monter 3 étages restait un effort. J'ai pris l'ascenseur, un vieil ascenseur qui grinçait à chaque étage. Quand je suis arrivé devant la salle 304, j'ai vu Maître Dubois. Il m'attendait. « Octavie ?» il a dit, surpris. « Je ne pensais pas que tu viendrais. »« Moi non plus, » j'ai murmuré. « Mais j'ai besoin d'être là. » Il a hoché la tête. Le juge va entendre les 2 parties, il va examiner le dossier et il va prononcer l'annulation définitive du transfert de propriété. Gérald est là? Pas encore, mais il va arriver. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Une salle sobre, avec des rangées de bancs en bois, une estrade où siégeait le juge et un pupitre pour les avocats. Je me suis assise au fond, discrète, silencieuse. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte et Gérald est entré. Il était accompagné d'un avocat. Un homme jeune, costume sombre, mallette en cuir. Gérald portait un costume gris, une cravate bleue. Ses cheveux étaient bien coiffés. Il avait l'air d'un homme qui se présente à un entretien d'embauche. Nerveux, tendu. Il m'a vu. Nos regards se sont croisés. J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux, de la surprise, de la honte et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à du soulagement, comme s'il était content que je sois là. Comme s'il espérait, peut-être, que ma présence signifiait le pardon. Mais je n'étais pas là pour pardonner. Pas encore. J'étais là pour comprendre, et pour qu'il comprenne. Le juge est entré. Un homme d'une 60aine d'années. Lunettes à monture fine, cheveux gris, visage sévère, mais pas cruel. « Veuillez vous asseoir », il a dit d'une voix posée. Tout le monde s'est assis. Le juge a ouvert le dossier devant lui. Il a lu en silence pendant quelques instants. Puis, il a levé les yeux. « Monsieur Bellinger, vous êtes convoqué aujourd'hui suite à une plainte déposée par Madame Octavie Bellinger, votre mère, concernant le transfert illégal de sa propriété située au... » Il a énoncé l'adresse de ma maison. Ma maison au volet bleu pâle, celle qui était redevenue mienne. Pouvez-vous expliquer à la Cour les circonstances qui vous ont conduit à transférer cette propriété au nom de vos beaux-parents sans le consentement de votre mère? Gérald s'est levé, lentement. Il a regardé son avocat, qui lui a fait un signe de tête. « Monsieur le juge », a commencé Gérald d'une voix hésitante. « Ma mère a fait un AVC le 23 avril de cette année. Elle est tombée dans le coma. Les médecins m'ont dit qu'elle ne se réveillerait probablement jamais, que son état était critique, qu'il fallait se préparer au pire. » Le juge l'écoutait sans l'interrompre. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai dû gérer les factures, la maison. Tout ce qui continuait de fonctionner pendant qu'elle était à l'hôpital. Et mes beaux-parents, ils avaient des problèmes financiers. Ils allaient perdre leur appartement. Ma femme m'a demandé de les aider. « Et vous avez décidé de leur donner la maison de votre mère ?» a demandé le juge, le ton neutre mais ferme. « Je pensais qu'elle ne reviendrait pas », a murmuré Gérald. « Je pensais que de toute façon, la maison me reviendrait un jour, en héritage. Alors j'ai pensé que ça ne changeait rien. » Le silence qui a suivi était lourd, pesant. Le juge a retiré ses lunettes. Il a regardé Gérald droit dans les yeux. Et il a dit, d'une voix calme mais tranchante, « Monsieur Bellinger, vous venez de reconnaître devant cette cour que vous avez disposé d'un bien qui ne vous appartenait pas, que vous avez agi en anticipant un héritage qui n'était pas encore le vôtre, et que vous avez profité de l'état de vulnérabilité de votre mère pour commettre cet acte. » Gérald a pâli. Je ne voulais pas. Ce que vous vouliez ou ne vouliez pas importe peu, monsieur. Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait. » Le juge a remis ses lunettes. Il a consulté le dossier. Madame Bellinger s'est réveillée le 24 octobre, 7 mois après son AVC, contre toute attente, et elle a découvert que sa maison avait été donnée à des étrangers, qu'elle n'avait plus de foyer, que son propre fils l'avait dépossédée de tout. Le juge a levé les yeux vers moi. « Madame Bellinger, vous êtes présente dans la salle ?» J'ai hésité, puis je me suis levée. « Oui, monsieur le juge. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Témoigner ?» J'ai regardé Gérald. Il avait les yeux baissés, les mains crispées sur le dossier de la chaise devant lui. « Oui, » j'ai dit doucement. « J'aimerais dire quelque chose. » Le juge a fait un geste de la main. « Vous avez la parole ?» Je me suis avancée, lentement. Mes jambes tremblaient un peu, mais je tenais bon. « Monsieur le juge,
Je ne suis pas venue ici pour demander que mon fils soit puni. Je suis venue pour qu'il comprenne. J'ai respiré profondément. Gérald, quand tu es né, j'avais 28 ans. Ton père venait de partir. Je me suis retrouvée seule, avec un bébé dans les bras et aucune idée de comment j'allais m'en sortir. Mais je me suis battue. J'ai travaillé des nuits entières. J'ai sacrifié mes rêves, mes envies, ma jeunesse. Pour toi, pour que tu ne manques de rien, pour que tu aies une vie meilleure que la mienne. Gérald a levé les yeux vers moi. Il avait les larmes aux yeux. Et cette maison que tu as donnée, comme si elle ne valait rien, elle représentait 30 ans de ma vie, 30 ans de garde de nuit, 30 ans de café froid et de fatigue, 30 ans à économiser chaque euro pour enfin avoir un endroit à moi. Un endroit où je pouvais respirer. Ma voix tremblait, mais je continuais. Quand je me suis réveillée du coma, la première chose que tu m'as dite, ce n'était pas « Maman, je suis content que tu sois revenue ». Ce n'était pas « J'ai eu tellement peur de te perdre ». Non, la première chose que tu m'as dite, c'était « J'ai donné ta maison à mes beaux-parents. Je pensais que tu allais mourir ». J'ai essuyé une larme qui coulait sur ma joue. Tu sais ce que ça fait, Gérald ? De se réveiller après 6 mois de coma et de découvrir que ton propre fils a déjà planifié ta mort ? Que pour lui, tu étais déjà parti ? Que ta vie ne valait plus rien ? Gérald pleurait maintenant, silencieusement. Je ne te demande pas de me rendre les 6 mois que j'ai perdus dans le coma. Je ne te demande pas de réparer ce qui est cassé. Je te demande juste de comprendre ce que tu as fait et de vivre avec. Je me suis tue. Le silence dans la salle était total. Le juge a attendu quelques instants. Puis il a dit « Madame Bellinger, souhaitez-vous porter plainte au pénal contre votre fils ?» J'ai regardé Gérald. Il me regardait aussi, avec des yeux suppliants, des yeux d'enfant perdu. « Non, monsieur le juge. » J'ai dit doucement. « Je ne veux pas porter plainte. Je veux juste récupérer ce qui est à moi. » Et tourner la page. Le juge a hoché la tête. « Très bien. Dans ce cas, je prononce l'annulation définitive du transfert de propriété. La maison est restituée à Madame Octavie Bellinger. Monsieur Gérald Bellinger, vous êtes condamné à verser à votre mère la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. 5 000 €. Une somme dérisoire comparée à ce que j'avais perdu. Mais je n'étais pas venu pour l'argent. L'audience est levée. Le juge s'est levé. Tout le monde s'est levé. Gérald s'est tourné vers moi. Il a ouvert la bouche, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais je suis sorti, sans un mot, sans un regard en arrière. Dehors, il pleuvait encore, mais la pluie me semblait différente, plus légère, moins froide. Maître Dubois m'a rejointe sur le parvis. « Octavie, tu as été incroyable. »« Merci », j'ai murmuré. « Mais je ne me sens pas incroyable. Je me sens juste fatiguée. C'est normal. Tu viens de livrer une bataille, et tu l'as gagnée. Est-ce qu'on gagne vraiment quand on perd son fils en chemin ?» Il n'a pas répondu. Parce qu'il n'y avait pas de réponse, je suis rentrée chez moi, dans ma maison au volet bleu pâle. J'ai enlevé mon manteau trempé. J'ai préparé un café dans ma tasse en porcelaine blanche, et je me suis assise près de la fenêtre. Et j'ai pensé à ce que le juge avait dit, à ce que j'avais dit, à ce que Gérald n'avait pas dit. Et j'ai réalisé quelque chose. La justice ne répare pas tout. Elle ne rend pas l'amour perdu. Elle ne ramène pas les années volées. Elle ne guérit pas les cœurs brisés. Mais elle rétablit l'équilibre. Elle dit « ce qui était mal est reconnu comme mal ». Elle dit « ce qui t'appartient te revient ». Elle dit « tu n'es pas folle, tu as raison ». Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Gérald. « Maman, je suis désolée, vraiment désolée. Je sais que je t'ai fait mal. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais un jour, peut-être, un jour, est-ce qu'on pourra se parler? Est-ce qu'on pourra se voir ?» J'ai lu le message, plusieurs fois, et j'ai répondu simplement « Un jour, peut-être, mais pas maintenant. J'ai besoin de temps. » Et j'ai éteint mon téléphone, parce que j'avais besoin de silence, de paix, de retrouver qui j'étais avant tout ça, et de comprendre qui j'allais devenir après. On dit souvent que la vie finit par rendre justice, que ceux qui font le mal finissent par en payer le prix. Pas toujours par une punition spectaculaire, pas toujours par un châtiment visible, mais par quelque chose de plus subtil, de plus profond, par la solitude, par le regret, par le vide qu'on a créé autour de soi. Les semaines qui ont suivi l'audience ont été étrangement calmes.
Novembre s'est transformé en décembre. Les rues de Paris se sont couvertes de lumière de Noël. Les vitrines brillaient. Les gens marchaient vite, les bras chargés de paquets. Moi, je restais chez moi, dans ma maison retrouvée, à reconstruire ma vie, morceau par morceau. J'ai continué ma rééducation, 3 fois par semaine. Mon corps reprenait des forces, mes jambes me portaient mieux, mon bras droit répondait de nouveau. Et lentement, très lentement, je commençais à me sentir vivante, vraiment vivante. Gérald ne m'a plus contacté après ce message auquel j'avais répondu. Pas d'appel, pas de visite. Juste le silence. Mais j'ai appris des choses, par des gens, par hasard, par ces petites conversations qu'on a dans les files d'attente, chez le médecin, à la boulangerie. Un jour, début décembre, j'ai croisé Madame Roussel, ma voisine du rez-de-chaussée, celle qui m'avait sauvée en appelant les pompiers. Elle m'a souri avec chaleur. « Octavie, comme je suis heureuse de vous voir debout. »« Merci, Madame Roussel, grâce à vous. » Nous avons parlé quelques minutes. Et c'est elle qui m'a dit, presque par hasard, « Au fait, j'ai vu votre fils l'autre jour. Il avait l'air, comment dire, abattu. »« Ah bon ? » ?»« Oui, il était seul, pas avec sa femme. Il marchait lentement, les mains dans les poches, le regard vide. On aurait dit un homme perdu. J'ai remercié Madame Roussel et je suis rentrée chez moi. Mais ces mots restaient avec moi. Un homme perdu. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une femme que je ne connaissais pas. « Madame Bellinger ? » ?»« Oui, je m'appelle Céline. J'étais une collègue de votre fils. Il ne travaille plus avec nous depuis 2 semaines. » Mon cœur s'est serré. « Il ne travaille plus ? » ?»« Non, il a démissionné. Enfin, on pense qu'il a démissionné. Il a juste arrêté de venir, sans explication. » Céline a hésité. « Je me permets de vous appeler parce qu'il m'avait parlé de vous. Il disait que vous étiez une femme forte. Et je me demandais si vous saviez où il était, si vous aviez de ses nouvelles. » »« Non, » j'ai murmuré. « Je n'en ai pas. » Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence de ma cuisine. Gérald avait perdu son travail, ou l'avait quitté. Pourquoi ? La réponse est venue quelques jours plus tard, par un autre appel. Cette fois, c'était une voix masculine. « Madame Bellinger ? Maître Arnaud, notaire. Je vous appelle au sujet de votre fils, Gérald. » Qu'est-ce qui se passe ? Il est venu me voir il y a 2 semaines. Pour régulariser certaines choses, il m'a demandé de rédiger un acte de reconnaissance de dette envers vous. 5 000 €, conformément à la décision du tribunal. Il a payé ? Non, pas encore. Mais il voulait que tout soit en ordre. Il semblait très affecté. Très affecté. Et puis, 1 semaine avant Noël, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre, manuscrite, postée. L'écriture était celle de Gérald. J'ai reconnu sa façon de tracer les lettres, un peu penchée, un peu hâtive. J'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir. Puis j'ai pris mon courage à 2 mains, et j'ai lu. « Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu voudras la lire. Mais j'avais besoin de l'écrire. Depuis l'audience, je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à travailler. Je n'arrive plus à me regarder dans le miroir. Chaque fois que je ferme les yeux, je te revois dans cette salle de tribunal. Je te revois me regarder avec cette tristesse dans les yeux. Et je réalise ce que j'ai fait. Je ne pensais pas que tu te réveillerais, c'est vrai. Mais ce n'est pas une excuse. Parce que même si tu n'étais jamais revenu, ce que j'ai fait restait mal. Isadora et moi, on ne se parle plus. Elle dit que c'est de ma faute, que j'aurais dû être plus malin, que j'aurais dû mieux gérer la situation. Elle ne comprend pas que le problème n'est pas d'avoir été pris. Le problème, c'est d'avoir fait ça. Ses parents ne me parlent plus non plus. Ils m'en veulent de les avoir mis dans cette situation. Je suis seule, maman, et je comprends maintenant ce que tu as dû ressentir. Cette solitude, ce sentiment d'avoir été trahi par ceux qu'on aime. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je regrette. Vraiment. Ton fils, Gérald. J'ai replié la lettre, lentement, et je l'ai posée sur la table. Je ne pleurais pas. Je ne ressentais ni joie, ni colère. Juste une immense tristesse, parce que je savais que Gérald comprenait enfin. Mais c'était trop tard. Pas trop tard pour être pardonné, peut-être, mais trop tard pour revenir en arrière. Trop tard pour effacer ce qui avait été fait. Les conséquences de ses choix le rattrapaient. Pas par une punition que j'avais infligée, pas par la justice du tribunal, mais par la vie elle-même. Il avait perdu la confiance d'Isadora.
Il avait perdu le respect de ses beaux-parents. Il avait perdu son travail. Et il avait perdu sa mère. Pas parce que je le rejetais, mais parce que quelque chose entre nous s'était brisé. Quelque chose de fragile, de précieux. Quelque chose qu'on appelle la confiance. Et la confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. Parfois, elle ne se répare jamais. Ce soir-là, assise près de ma fenêtre, j'ai pensé à cette phrase qu'on m'avait dite un jour. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Gérald m'avait traité comme si je ne valais rien. Comme si ma vie, ma maison, mon histoire n'avaient aucune importance. Et maintenant, il se retrouvait dans cette même solitude, dans ce même vide. Ce n'était pas moi qui l'avais puni, c'était la vie. Et je réalisais quelque chose d'étrange. Je ne ressentais ni satisfaction ni plaisir à savoir qu'il souffrait. Juste une profonde tristesse, parce qu'il était mon fils, et qu'une mère, même trahie, même blessée, ne peut pas effacer cet amour. Mais cet amour ne suffisait plus. Il fallait du temps, du respect, de la vérité. Et pour l'instant, tout ce que nous avions, c'était le silence. Un silence lourd de regrets. Un silence chargé de leçons apprises trop tard. Un silence qui, peut-être, un jour, pourrait se transformer en quelque chose d'autre. Mais pas maintenant. Pas encore. Il y a des leçons qu'on n'apprend que dans la douleur. Des vérités qu'on ne comprend que lorsque tout s'effondre. Des forces qu'on ne découvre qu'au moment où on doit choisir entre se relever ou abandonner. Ce soir de Noël, le 24 décembre, je suis assise dans mon salon, près de la fenêtre qui donne sur la cour silencieuse. Une petite bougie brûle sur la table basse. À côté, la tasse en porcelaine blanche, avec son liseré doré effacé, et son ébréchure sur le bord. Dehors, il neige, des flocons légers qui tombent doucement, transformant Paris en un tableau paisible. Les lumières de Noël brillaient aux fenêtres des voisins. On entend des rires étouffés, des musiques lointaines, des voix joyeuses. Moi, je suis seule, mais je ne me sens plus abandonnée. Il y a une différence que j'ai appris à comprendre pendant ces derniers mois. Être seul, c'est choisir sa propre compagnie. C'est retrouver qui on est quand personne ne nous regarde. C'est apprendre à s'aimer sans avoir besoin de la validation des autres. J'ai 61 ans. J'ai survécu à un AVC. J'ai survécu à 6 mois de coma. J'ai survécu à la trahison de mon propre fils. Et je suis toujours là, debout, vivante, libre. La maison autour de moi respire enfin comme avant. J'ai tout nettoyé, tout remis en ordre. J'ai jeté ce qui était cassé. J'ai réparé ce qui pouvait l'être. Et j'ai gardé ce qui comptait vraiment. Mes livres, mes photos, mes tasses anciennes, celles qui ont survécu. Et cette tasse en porcelaine blanche que je ne quitterai jamais. Elle m'a accompagnée dans les moments les plus sombres. Elle était là, sur la table basse, le matin où j'ai fait mon AVC. Elle était là, dans mon sac, quand j'ai quitté cette maison sous la pluie, le cœur brisé. Elle est là, maintenant, à mes côtés, témoin de ma reconstruction. Un objet si simple, si banal, mais qui porte toute une vie. Ce matin, j'ai reçu un message de Gérald. « Maman, je ne sais pas si tu voudras me répondre, mais je voulais te souhaiter un joyeux Noël et te dire que je pense à toi, chaque jour. » J'ai lu le message, plusieurs fois, et cette fois, j'ai répondu « Merci Gérald, joyeux Noël à toi aussi. » Ce n'était pas un pardon, ce n'était pas une réconciliation, juste un petit pas, un tout petit pas vers quelque chose qui, peut-être, un jour, pourrait ressembler à la paix, parce que j'ai compris quelque chose d'important. La colère ne m'a jamais protégée, la rancune ne m'a jamais guéri, la vengeance ne m'a jamais rendu ce que j'avais perdu. Ce qui m'a sauvé, c'est la dignité. C'est le choix de ne pas me laisser détruire par ce que les autres m'ont fait. C'est la décision de me relever, encore et encore, même quand tout semblait perdu. Et c'est l'acceptation. L'acceptation que certaines choses ne peuvent pas être réparées, que certaines personnes ne changeront jamais, que certaines douleurs resteront avec nous, mais qu'on peut vivre avec, qu'on peut transformer cette douleur en sagesse, en force, en lumière. Je regarde la bougie qui brûle devant moi. Sa flamme danse doucement dans l'obscurité, fragile, mais vivante, et je me dis que c'est exactement ce que je suis. Fragile, oui, marquée par la vie, oui, mais vivante, profondément vivante. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si une femme, quelque part, écoute ces mots et se reconnaît, une femme qui a été trahie, abandonnée, dépossédée de ce qui lui appartenait,
qu'elle sache ceci, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de réclamer ce qui est à vous. Vous avez le droit de choisir votre dignité plutôt que la paix à tout prix. Ne laissez personne vous faire croire que votre vie ne vaut rien. Ne laissez personne décider à votre place. Ne laissez personne vous voler ce que vous avez bâti avec vos propres mains. Et si vous tombez, parce que la vie nous fait tous tomber un jour, souvenez-vous que se relever est un acte de courage, que recommencer est un acte de foi, que survivre est déjà une victoire. Moi, Octavie Bellinger, j'ai 61 ans. J'ai survécu à l'impossible. Et je suis ici pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour se battre. Jamais trop tard pour retrouver sa force. Jamais trop tard pour choisir la vie. La neige continue de tomber dehors. Le silence de Noël enveloppe la ville. Et moi, je suis chez moi. Vraiment chez moi. Avec mes cicatrices, avec mes souvenirs, avec ma tasse ébréchée. Et avec cette certitude nouvelle. La vie m'a tout pris. Mais elle ne m'a pas brisé. Elle m'a transformé. Et peut-être que c'est ça, le vrai miracle. Pas de revenir à ce qu'on était avant, mais de devenir quelqu'un de plus fort, de plus vrai, de plus libre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.